On peut traiter les documents électroniques qui sont les leurs, y compris administratifs. Demain, on pourra peut-être traiter auprès de nos commerçants du CRM, parce que nous sommes compétents et nous pouvons être attendus sur le sujet. Et en traitant leurs clients à travers les paiements, on peut leur apporter éventuellement le service CRM, etc. Voilà tout un ensemble de champs, y compris dans la banque digitale, que nous pouvons développer et qui sont certainement des sources de PNB futures tout à fait intéressantes. J'en termine en disant deux sujets. Premièrement, c'est que parce que le comportement de nos clients change et qu'ils veulent, au fond, aller sur différents types de canaux en choisissant eux-mêmes la façon dont ils vont arriver à leur conseiller de clientèle, en maintenant ce lien fort, nous ne pouvons pas conserver notre réseau d'agents strictement identique à ce qu'il est aujourd'hui, non pas forcément en le baissant, non pas en abaissant notre capacité de production, mais en l'agilisant. Au fond, et je ne développerai pas, je crois profondément que la nouvelle relation du client et le fait de la digitalisation de cette relation partielle nous donne des degrés de liberté dans notre mode d'organisation du réseau que nous n'avions pas jusqu'alors, et nous pouvons agiliser, flexibiliser nos réseaux, alors même que c'est ça qui fait les coûts fixes majeurs de notre industrie, et nous pouvons donc en tirer évidemment de la productivité commerciale additionnelle considérable à mon sens. Et j'en termine avec le dernier point, c'est qu'à partir du moment où le client lui-même veut ou recevra et signera de chez lui, de son bureau, des contrats que nous ferons avec lui, en ayant le conseiller au téléphone ou en chat, il faut repenser progressivement la relation entre le front office, le middle et le back office. Et que là aussi, la nouvelle technologie, les nouveaux comportements des clients nous donnent de quoi, évidemment, repenser intelligemment, sans jamais baisser notre capacité de production, nous donnent de quoi penser intelligemment, une capacité à augmenter notre productivité administrative, cette fois-ci, en prenant en compte toutes les nouvelles façons de procéder de nos clients qui nous permettent probablement d'alléger nos back-office sans rien détruire de la qualité, tout au contraire, et sans jamais abaisser notre capacité de production. Pour résumer simplement, je pense qu'on a devant nous beaucoup de capacités à, même dans un monde très stable, même dans un monde en stagnation, continuer d'exister, ce qui est notre vocation, puisque notre vocation première, c'est de financer nos territoires, financer nos régions et servir de banque globale pour tous ceux qui le souhaitent sur nos territoires. Pour cela, il faut évidemment qu'on ne s'étouffe pas avec un PNB qui augmenterait moins vite que nos charges. Nous avons la possibilité d'inverser la tendance. C'est, me semble-t-il, entre nos mains, même si ça n'a rien de simple. Une gestion un peu fine des choses doit nous le permettre. Merci. Merci, Monsieur Klein. C'est possible. We can do it. C'est possible. Alors, nos invités sont là, grands témoins. Si vous avez des questions probablement à leur poser, j'en aurai également. S'il vous plaît, n'hésitez pas également à poser des questions. Et au pire des cas, écoutez, c'est... Oui, vous voulez bien? Alors, mademoiselle, s'il vous plaît, et si vous voulez bien vous présenter votre institution. Je sais pas, le micro marche? Oui. Bonjour, Jean-Louis Bancel, président du Crédit Coopératif et président de l'Association internationale des banques coopératives. Je voudrais lancer les échanges, je sais bien que ce sera peut-être un peu bref, à partir de la présentation qui a été faite par Madame de chez Fitch sur les questions de rating, mais bien sûr, ça va me permettre de rebondir et d'englober certaines des interventions. Je voulais vous remercier, Madame, de la présentation que vous avez faite, bien sûr, sur les questions de notation. Je voudrais prolonger votre propos sur deux volets. Premier volet, sur les questions de rating par rapport à nos clients. Parce que, bien sûr, vous avez parlé du rating des banques, mais il y a aussi cette autre préoccupation qui sert d'un point de vue prudentiel, c'est la notation de nos clients. Ce que je voudrais que vous perceviez bien, vous, agence de notation, c'est que les banques coopératives, au moins dans le modèle européen, nous sommes d'une certaine façon les précurseurs du système de la notation. En effet, nous connaissons nos clients et nous ne partons pas du postulat que nos clients sont nos ennemis. Au contraire, nos clients nous font vivre et nous sommes là pour eux. Et le modèle que nous avons créé en Europe dans les banques coopératives, c'est que ce sont les dépôts qui font les prêts. Alors je m'explique. Ce n'est pas d'un point de vue macroéconomique. Ce n'est pas la ressource, même si cette question devient très lancinante aujourd'hui. C'est parce que fondamentalement, que ce soit dans le modèle allemand, dans le modèle français, dans le modèle britannique, la force du dépôt préalable
permet de connaître la capacité de respect de la parole donnée du client, de la fidélité. Si on est capable de verser tous les mois les 10 € qu'on a promis en épargne, ça nous donne un excellent scoring de la connaissance du risque client le jour où on lui prête, même si on lui prête beaucoup plus que ce qu'il nous a déposé. Et donc, je voudrais plaider pour que les agences de notation reconnaissent que ce que l'on nous dit à travers des beaux termes « know your customer », c'est quelque chose de vital pour nous, c'est intrinsèque à notre modèle. Premier élément. Deuxième élément, c'est sur notre mode d'organisation. J'ai entendu ce que vous avez dit, madame, sur le fait, la difficulté que parfois les agences de notation à comprendre nos modèles. Et ça renvoie à quelque chose de très très fort qui n'est pas assez étudié dans la littérature, c'est bien sûr le problème du contrôle délégué des États à nos organes centraux, pour parler un jargon français en tout cas, mais modèle que nous connaissons en Allemagne et dans d'autres pays. Vous avez dit tout le bien d'un modèle centralisé, fabriqué dans un pays colbertiste. Mais il y a d'autres modèles qui marchent. Les modèles allemands sont moins colbertistes que les modèles français, moins centralisés. Et je voudrais vous donner un exemple de système très coopératif qui marche dans le monde du commerce. Ce que nous connaissons en France à travers le commerce associé, ce que nous connaissons à travers les marques des Leclerc, des systèmes U, etc. Eh bien, aujourd'hui, on en a une démonstration de sa force par rapport aux résultats de Carrefour. Si vous regardez les résultats de Leclerc en France par rapport à Carrefour, il n'y a pas de souci à se faire, ça marche mieux. Et je voudrais donner le plus bel exemple de modèle qui marche, coopératif qui marche, et que vous notez à AAA, et qui nous a été donné par monsieur le gouverneur, qui est le système européen de la Banque centrale européenne. Dans la Banque centrale européenne, la Banque centrale est détenue par ce que nous appellerions dans le jargon français les maisons mères. C'est elles qui ont le pouvoir sur un principe, une personne, une voix. Et le président de la Banque centrale européenne, aujourd'hui M. Draghi, n'est qu'un primus inter pares, et il ne peut décider que pour autant qu'il convainc tous ses collègues des autres banques centrales de participer au processus. Et donc j'aimerais que les agences de notation que vous représentez ici comprennent qu'il n'y a pas que le modèle verticalisant d'organisation des groupes coopératifs qui fonctionne bien. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Would you like to... it deserves applause, for sure. Can we take some more questions, or would you like to answer, please, Mr. Doe, Mrs. Doe? Well, the microphone should be working. Micro, allez-y, would you try it again? It doesn't work. This one should work. Does this work now? I wish I could cooperate more with understanding your French, and that's a problem for me because I'm not absolutely sure if I totally understood your point. If I may I? I wouldn't ask to repeat. I think there were two parts to your point. One is how well the cooperative groups know their customers, and I presume is that reflected in any way in the rating? Is that correct? And I think the other point was something to do with a horizontal structure in terms of flatness rather than a vertical structure. I'm not really sure what I can add. I mean, obviously, in terms of knowing your customers and how that is translated to improving credit risk, that is fundamental for any of our analysis, and the sort of analysis we do when we look at risk management and we look at the results of risk management, that is a key driver to any of our ratings. It doesn't matter if it's a cooperative group or a non-cooperative financial group. Knowing your customers is essential. And we appreciate that you have those local strengths. That was one of the things I mentioned. In terms of the horizontal structure or the vertical structure, I'm not really sure I understand. The principle of one member, one vote works well. Obviously it does. But we do see again that sometimes the complexities and just the management of organizing those very vast meetings for the banking groups can bring about certain limitations. I didn't really get your point. Do we think that your democracy
is reflected in any way as a positive driver to our ratings, I would say probably not. Depends on the workability of the risk management and you know, in any group. Doesn't really matter if it's cooperative or not. But again, I should have made sure I had the equipment to understand your question properly in English. Well, I think the question was you. Understood. I think it's okay. The question was understood. Is there a way to have another paradigm? Imagine a different rating, totally different rating for cooperative institutions? No, not at all. We would not. I can't talk for the other agencies, but Fitch would not develop or have a special carve-out for cooperative groups. We look at financial institutions globally using the same criteria. We've got our drivers, the operating environment, and that doesn't only mean the country in which they operate, but how good are creditors, well, are creditors protected? Is financial information transparent? All those sort of things. Is regulation any good? That obviously is the number one ceiling. But then everything else, performance, risk management, capital adequacy, funding and liquidity, all of those things go together. And within that, we place the cooperative world on a same footing as any other financial institution. In terms of performance measures, long are gone the days when we used to think high return on equity meant a good rating. I mean, the crisis has shown us that balance sheet strength is much more important than results. And we look at risk and reward. Obviously, the lower risk involved in a group, such as a cooperative group, the profitability has to be lower. So it's a whole ensemble of things. But we wouldn't discount in any way or have special measures just because an entity is a cooperative financial group. Mr. Tarek Mansour, please. We have talked about advantages. Ce sont des acquis de la part des banques coopératives, excusez-moi, des acquis de la part des banques coopératives. Elles ont des avantages certains, la proximité, la connaissance de leurs clients, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque pour que des institutions qui n'ont rien de coopératif commencent à prendre des parts de marché sur les banques coopératives? Les banques coopératives ont l'ambition de se faire connaître, de se positionner différemment et de gagner des parts de marché. Mais est-ce que le risque, dans l'autre sens, n'existe pas aussi? Que des institutions qui sont non coopératives au niveau de leur structure ni de leur gouvernance puissent prendre des parts de marché? Les tendances sociales et d'affaires que les clients, les membres sont en train d'exhibiter aujourd'hui, qui sont de plus en plus des demandes commerciales, en fait, avec beaucoup de pression, existe que ce soit des clients des coopératives et des membres de coopératives ou des clients d'autres ensembles et d'autres institutions. Les autres institutions ne sont pas... elles écoutent aussi. Je prends le groupe de clients que je connais bien. Tous les clients avec qui je travaille sont actuellement numéro 1 sur la liste de priorités, c'est l'expérience client. N'importe si c'est une coopérative ou pas une coopérative. Et donc, l'élément de proximité, l'élément de définition que c'est quoi une expérience client, une expérience membre unique à la coopérative ou à la banque populaire devient de plus en plus important. Je rejoins donc M. Klein avec sa description de ce que, pour eux, chez BPCE, représenterait cette notion de relation privilégiée locale qui définit, ou qui, j'imagine, définit l'expérience de la clientèle, mais pour chacune des institutions devient de plus importante. Et le plus que les institutions non coopératives se transforment d'une façon explicite, en fait, pour devenir en fait, des institutions beaucoup plus customer-driven, customer-back, le plus que ce créneau devient de plus en plus compétitif et de plus qu'il faut concrètement proposer une valeur ajoutée réelle, outre le fait de la gouvernance démocratique non coopérative, une valeur réelle dans les produits et services offerts. Merci, merci. Alors, s'il vous plaît, mademoiselle. Oui, ah bon. Mademoiselle. D'autres questions? Je vous souhaiterais avoir vos réactions, yes, please. Je crois que nous partageons la même typologie de clientèle.
clientèle petite et moyenne entreprise, clientèle très relationnée avec la banque, très soignée, comme M. Klein a dit. Nous sommes proches de cette clientèle. Le problème, c'est que régulateurs, un gouvernement, agences de cotation et consulteurs ont la vision des théoriciens du frisbee, que M. Fiordi a dit. Et nous sommes les lanceurs de frisbee. Alors, il y a une difficulté de se mettre d'accord. Ils considèrent que, que les banques de relations, les banques commerciales qui basent leur stratégie dans la relation avec la clientèle, qui sont liées au territoire et aux clients, ont les mêmes risques. Madame Doe a parlé très bien qu'à la fin, le risque est le point essentiel pour déterminer la cotation d'une banque et le futur et les problèmes. Mais il regarde les risques avec le même point de vue. S'ils sont des risques avec des clientèles très connues, comme c'est la clientèle que nous avons, très soignée, proche de nous, et tout ça, que les risques de banques avec une relation plus détendue, plus lointaine, plus basée sur les méthodes théoriques, formelles sur l'Internet. Il y a un problème de base, de méconnaissance de la typologie et de la relation entre les banques coopératives ou les banques qui travaillent comme les coopératives et leur clientèle. C'est un problème insoluble, à mon point de vue. Merci. Monsieur Leclerc, s'il vous plaît. De Clerc, pardon. Il y a eu une question qui a été posée par l'étude de McKinsey en rapport avec l'engagement et la mobilisation des sociétaires, des members. Est-ce qu'ils suivent, est-ce qu'ils ne suivent pas? On a vu qu'en Allemagne, il y avait eu une solidarité, puis ils ont suivi. Est-ce qu'on peut espérer la même mobilisation de la part des membres des sociétés coopératives? Ou est-ce que c'est un risque? La mobilisation des membres des sociétés coopératives est proportionnelle au taux du dividende que vous payez. D'accord, clair. Ça, c'était la conclusion d'une étude qu'on avait faite il y a 3 ans à Québec. Et donc, je crois que le problème, c'est que la base d'une coopérative, c'est le client actionnaire. Ça, c'est le fondement même d'une coopérative. Le problème, c'est que la complexité du monde bancaire est devenue telle que être client d'une banque ou être actionnaire d'une banque, c'est plus du tout la même chose. Et bon, quand les agences de rating nous demandent d'avoir des actionnaires actifs, vous savez, et que vous avez une PME à qui vous devez expliquer les accords de Bâle III, et donc il y a là une dichotomie entre être le client et être l'actionnaire. Donc, moi, je crois que ça va être difficile dans les années à venir de compter seulement sur la dynamique du sociétaire pour faire avancer la gouvernance ou le bon fonctionnement des coopératives. Ça va être, c'est aussi quelque chose de très important en interne à tout niveau de pouvoir et de décision. Monsieur Cadem, s'il vous plaît. Alors, y a-t-il, s'il vous plaît, si vous avez des questions dans la salle, non, vous voulez qu'on arrête, vous voulez qu'on respecte le temps, ce sera avec plaisir. Alors, peut-être un dernier mot, monsieur le gouverneur. Non, je ne suis pas le représentant ici de la Banque Centrale Européenne que j'ai quitté il y a quelque temps. Je suis moins encore le représentant du comité de Bâle. Mais enfin, ayant appartenu pendant longtemps à ce milieu, je prends un peu à mon compte les critiques qui ont été émises ou les réserves ou les nuances par différents intervenants par rapport aux nouvelles règles de Bâle III. Je dois d'ailleurs dire que quelle que soit l'assemblée à laquelle je participe, quel que soit le sous-secteur bancaire devant lequel je m'exprime, je n'ai jamais vu de standing ovation à la fin pour les règles de Bâle III. Chacun a des réserves. Je voudrais simplement dire très rapidement les choses suivantes. Les réserves, les critiques portent sur le niveau des exigences. Bon, on peut avoir son opinion, mais il faut savoir que les exigences qui ont été retenues en fin de compte à Bâle sont un compromis.
Certains voulaient moins, d'autres voulaient plus parmi les régulateurs. Notre collègue britannique a d'ailleurs indiqué que les autorités de la Bank of England, en réalité, voulaient plus encore. Sans trahir de grands secrets, dans les discussions à Bâle, il y avait un peu les Français et les Allemands d'un côté, et puis de l'autre, les Britanniques, les Suisses, et paradoxalement aussi les Américains. C'est quelque chose qui a été dit par un intervenant tout à l'heure. Qu'est-ce que les Américains vont faire à propos de Bâle III ? Je dois dire qu'une des personnalités qui poussait à aller le plus loin était le secrétaire au Trésor, Tim Geithner, qui vient d'ailleurs de la Réserve fédérale. Mais c'est vrai, il y a une interrogation. Comment est-ce que les Américains vont appliquer Bâle III ? Est-ce qu'ils vont en réserver l'application uniquement, dans le meilleur des cas, à leurs plus grandes institutions et en exempter les plus petites? C'est un risque réel et qui dépend aussi, comme vous le savez, pas seulement des régulateurs, mais aussi du Congrès aux États-Unis. Il y a donc un risque. Deuxième critique qui est souvent formulée et que j'ai entendue ici également, c'est quel va être l'impact de ces règles sur la distribution du crédit. Est-ce que ces règles ne vont pas freiner ou pire, tuer la reprise économique, c'est-à-dire la distribution du crédit? Comme vous le savez, à Bâle, il a été prévu dans le timing une période assez longue d'implémentation. Ce n'est pas du jour au lendemain que les exigences doivent être rencontrées. Ça s'étale sur 5, 6 ou 7 années de temps.